J'ai tendu à mon mur une toile persane, où des œillets en fleurs et des cyprès sont peints, et d'où secrètement et doucement émane le parfum vagabond des orients lointains. Il me semble parfois, lorsque mes yeux moroses regardent ce décor odorant et fleuri, qu'une Ispahan pâmée en ses jardins de roses, à travers le tissu se réveille et sourit. Alors, le blond tabac qui fume par ma bouche, dans la chambre répand un arôme nouveau. Tout pas dans la maison est un pas de babouche. J'écoute un rossignol et chante un air d'oiseau. Notre rossignol n'est pas un vrai rossignol, et cette maison d'Ispahan n'est pas à Ispahan. Nous ne sommes pas au pays du lion et du soleil, l'illusion est parfaite, mais elle se situe bien loin de l'Orient, sur la Riviera française. Et si ce musée nous mène au royaume de l'imagination, ce magazine par contre est une réalité située, elle, dans une librairie de Téhéran. Les Iraniens sont extrêmement friands de culture française. Mais ce sont des livres sur l'Iran qui passionnent les amateurs. À Paris. Cette tour Eiffel est iranienne, ainsi que cette rue sous la pluie. Mais la rue de Téhéran sous le soleil, c'est Paris. D'autres surprises attendent les Français au pays des miniatures. Avenue de France, rue de la Chambre de commerce, ou boulevard Pasteur. Vous pouvez, madame, vous faire belle. Vous pouvez, monsieur, être élégant, satisfaire votre gourmandise ou offrir des roses d'Ispahan sans dépaysement. Et vous annoncerez par lettre que vous avez trouvé une maison à louer et cette lettre parviendra avenue Ferdoussi, à Paris. Comme en Iran, poésie et culture sont sœurs, à côté d'un immeuble ultramoderne que vous découvrirez brutalement. Sur un mur, des scènes de la vie persane. Ou bien tout à coup, c'est une fable de La Fontaine. Les problèmes de mise en page ont obligé l'artiste à supprimer la tête du renard, mais elle n'en fait pas moins partie du folklore persan. Le vieux pays qui s'enorgueillit de 7000 ans de civilisation sur sa terre, une magique multicolore décrite déjà par Omar Khayyam et qui faisait la joie des marchés persans au XIe siècle. Ce cinéma des rues est devenu un miroir de l'Occident. Ce montreur d'ombre pourrait nous dire combien vieille est l'amitié entre la France et l'Iran et nous montrer la première lettre qu'Oljeitou, souverain de Perse, fit parvenir à Philippe le Bel en 1289. Puis c'est au tour de Tamerlan de correspondre avec Charles VI. Échange de lettres, échange d'ambassadeurs. Mehmet Riza Beg et sa suite arrivent à la cour du roi Soleil et présentent ses lettres de créance. C'était enfin l'occasion pour les Français de voir de près ces Persans qu'ils ne connaissaient qu'à travers les récits des voyageurs. Et à chaque sortie de l'ambassadeur, la foule se pressait curieuse sur son passage. On commentait les habits de l'ambassadeur, les plaisirs de l'ambassadeur, les usages de l'ambassadeur, comment peut-on ne pas être persan? Et l'engouement fut tel que l'on adopta d'emblée un jeu fort prisé à la cour d'Ispahan, le polo, une invention persane. Au temps du roi Louis XIV à Ispahan, c'est de ce balcon que le Shah Abbas assistait aux compétitions avec ses invités étrangers, missionnaires, ambassadeurs ou simples voyageurs. Mais pour arriver là, que de lieux à parcourir, que de mois, que d'étapes à effectuer dans les caravansérails. Chardin a dû voyager ainsi, curieux de toutes choses, notant fidèlement au jour le jour ses observations, ses impressions.
matin, il arrive émerveillé au but de son voyage. Ispahan, Nesfé Djehan, dit le proverbe, Ispahan, moitié du monde, capitale majestueuse qui brille avant la naissance des splendeurs de Versailles. Ispahan, pour l'odeur de tes roses, j'aurais fait un voyage plus long encore, dira Apollinaire. Ispahan a bien changé. Mais Chardin ou Pierre-Loti pourraient toujours y reconnaître ses minarets, ses coupoles et la majesté de la grande mosquée du Chat. Sous Napoléon, les relations entre la France et la Perse prennent un aspect politique plus précis. Fath Ali Shah demande l'aide de l'empereur contre les Russes en échange du droit de passage de l'armée française sur le territoire persan pour la conquête de l'Inde, visant ainsi à priver l'Angleterre de ressources capitales. Les contacts sont repris. L'empereur reçoit l'envoyé de Fath Ali Shah. L'ambassadeur, disent les lettres de créance, est le rossignol de la sincérité qui a toujours su échapper aux embûches du démon de la perfidie. En même temps que cette prose fleurie, parviennent des présents dont le sabre de Goulikan est celui de Tamerlan. L'empereur n'est pas Dresde. Et outre un magnifique service de Sèvres, il envoie en Perse la mission du général Gardanne. À une lettre de Napoléon, annonçant la prochaine arrivée du général, le Shah répond « L'odeur de cet écrit a embaumé l'alcôve de notre âme sensible à l'amitié et parfumée de musc. Il a rempli d'une douce odeur notre cœur plein de constance et de droiture. » Cette idylle franco-persane est scellée par un nouveau témoignage d'amitié sous forme d'une tapisserie des Gobelins, cadeau de l'empereur. S'inspirant du motif central, les artisans persans tissent un magnifique tapis. En respectueux hommage, ils reproduisent sur la bordure les portraits de l'impératrice et de l'empereur sous les traits de princes d'Orient. Le vrai Napoléon ne sera pas oublié plus tard sur un autre tapis persan. Une grande composition le représente au milieu de personnages célèbres, mais cette fois, le roi Soleil est à l'honneur. Après un relâchement passager des relations entre les deux pays, Louis-Philippe expédie une nouvelle mission chargée entre autres de relations commerciales et des intérêts français et catholiques en Perse. Elle est dirigée par le comte de Cersei, dont une des descendantes continue actuellement de servir les deux pays dans l'association France-Iran. 15 ans plus tard, Napoléon III, continuant la tradition, envoie d'autres missions. Le premier secrétaire de l'une d'entre elles est un homme dont on parlera beaucoup plus tard, le comte de Gobineau. Outre sa connaissance parfaite de la langue persane, il avait une affection particulière pour ce pays. Sur les hauteurs de Téhéran, il subsiste encore une vieille propriété appelée la maison de Gobineau. Cet enclos vétuste, destiné à disparaître sous peu, garde encore dans ses vieux murs le parfum du souvenir. Autre maison française de Téhéran, aujourd'hui remplacée par des immeubles modernes, celle de Tolosan, médecin personnel de Nasr-Eddin Shah.
Son prestige était tel qu'il avait le pouvoir en Perse, à une époque où les universités n'existaient pas encore, de signer des diplômes de médecin. Il fit de nombreuses recherches sur les épidémies et on peut considérer qu'il fut le précurseur de l'actuel Institut Pasteur, l'un des plus modernes du monde. Là, des chercheurs français et iraniens, travaillant en étroite collaboration, ont à leur disposition. C'est un exemple de coopération entre deux pays amis, où de l'aveu même du directeur français, la hiérarchie s'efface devant l'intérêt humain et scientifique. Tolosan repose dans un petit cimetière arménien, en terre d'Orient, où d'autres Français ont trouvé sépulture. L'église de cette petite communauté chrétienne est entièrement décorée par des artistes qui furent envoyés en Europe au XVIIe siècle pour étudier les fresques de la Renaissance et s'en inspirer. Nasreddin Shah s'intéresse beaucoup à l'Occident. Il se fait lire régulièrement les journaux français avant son voyage pour l'Europe en 1873. Paris réserve au Shah un accueil triomphal. La capitale est illuminée, feux de Bengale rouges, blancs et verts au carrefour, pluie de feux d'artifice au pont d'Iéna, retraite au flambeau autour du Trocadéro. De son voyage à Paris, le Shah ramène le docteur Février, qui passera 3 ans à la cour de Perse. Le retour du Shah marque l'ouverture de ce pays vers la civilisation technique. Lignes télégraphiques, voies ferrées, petites industries voient le jour supervisées par des Européens. Sur le plan des arts également, l'Europe est à la mode. La tour de Pise est redressée. Et les personnages des plumiers portent costumes et coiffures à la française. De sages petites bourgeoises sont transformées en odalisques, d'autres, tout étonnés de se trouver au milieu de biches persanes. Puis l'artiste, allant plus loin encore, incorpore la photo à la miniature. Et l'on trouve d'étonnantes boîtes. Ainsi travaillait véritable reportage sur la vie d'une famille française fin de siècle. Mais le miniaturiste persan conserve toujours le style traditionnel, même s'il doit quelquefois l'adapter aux nécessités de l'actualité. Quelque part dans le bazar d'Ispahan, Ali Sajjadi prépare une miniature à l'occasion du voyage du président de la République française en Iran. Là, le président, debout, recevra, habillé en prince persan, les présents que lui apporteront les notables. Soucieux de la ressemblance, l'artiste a pris ses précautions. Dans ce pays de contraste, la miniature côtoie le monumental. De nombreux vestiges témoignent de civilisations anciennes que les fouilles permettent de reconstituer peu à peu. Dès 1890, la France envoie une première mission archéologique dirigée par Jacques de Morgan. Parallèlement à ses travaux, celui-ci fait la découverte qui devait décider du destin de l'Iran moderne, le pétrole. Puis les époux Dieu la foi mettent à jour la capitale plusieurs fois millénaire de Suse. Leurs efforts seront poursuivis jusqu'à Godard et Girschman, qui actuellement enrichissent encore le musée archéologique de Téhéran.
Paris 1900, l'exposition. Quand le chef père va à Paris, avec toute sa suite royale, à l'Élysée il se rendit, puis visita la capitale, il alla se balader partout, visita tous les ministères, le Sénat, la Chambre, enfin tout ce que Paris a d'éphémère. Les dandys 1900 font école. Revenant de Paris, les premiers étudiants iraniens introduisent mœurs et costumes français. Le bon peuple les surnomme faux colis du français faux col. Le théâtre satirique s'empare de ce nouveau personnage. Hadji reçoit la visite de son neveu retour de Paris. Celui-ci, qui s'habille à l'européenne, soulève l'indignation de son oncle, car les règles de la bienséance sont très différentes en Iran. غلام نه دکتر گفته شوف خلاص بزن سرت دکتر گفته اگه متصل بدونم سرم شوف میشم دکتر غلط کرده من به تو میگم خلاص بزن سرت اون خلاف کار نه آخه نمیشه میشه متصل شوف میشم بابا جون من اینجا نمیتونی بی کلاه زندگی کنی دارم نقوه میشم اینجا باید کلاهشو بگیری که کلاه سرت نذارن متوجه هستی چی بهت میگم این چیه کراوات کراواتیه کراوات واسه یخه به چه درد میخوره نه آخه کراوات نمیشه آخه این آشغالا رو چرا بچی باید کن اینا به چه درد کراوات من آخه این چیه پوشت پوشت چیه چرا جلوته بده پوشت نه نمیشه Le début de ce siècle marque le progrès de l'industrialisation en Europe. L'Iran, sans renier ce qui fait depuis toujours sa personnalité, prend également conscience de ses nouvelles nécessités. Sur ce plan, comme sur bien d'autres, la coopération avec la France est une réussite. L'installation de nombreuses usines et l'ouverture de grands travaux sont entreprises et menées à bien avec la collaboration de spécialistes français. À Ispahan, c'est la création d'un centre textile franco-iranien. Sa particularité est que l'enseignement y est donné en français. Beaucoup d'élèves iraniens ne connaissant encore qu'imparfaitement cette langue, la leçon est reprise en persan par un élève bilingue à l'attention de ses camarades. Ceux-ci suivent par ailleurs des cours audiovisuels de langue française, méthode la plus moderne pour l'enseignement accéléré du français. Mais les études classiques restent toujours à l'honneur. Des milliers d'élèves iraniens ont appris à connaître la langue et la civilisation française au lycée Razi de Téhéran. Parmi les plus illustres anciens de ce lycée figure l'impératrice Farah Pahlavi, qui y poursuivit ses études jusqu'au baccalauréat. Mais si les élèves iraniens apprennent à connaître la France, de jeunes Français y découvrent l'Iran et son passé. « 25 siècles séparent Persépolis de notre époque, et à quelques kilomètres de ces prestigieuses colonnes, une usine ultramoderne d'engrais chimiques est installée avec la participation des ingénieurs français. Sur les routes qui mènent à Ispahan, le voyageur découvre encore avec étonnement ces colombiers d'argile vieux de plusieurs siècles dont les milliers de pigeons donnaient l'engrais naturel nécessaire à la terre. Cette terre d'Iran, sèche et avide d'engrais et d'eau, que l'homme peut fertiliser et transformer en jardin d'abondance. Mais l'eau existe. Il suffit de la capter, la canaliser, la retenir dans des lacs artificiels afin de la redistribuer selon les besoins de la terre. Des barrages sont construits et des techniciens français coopèrent à ce gigantesque ouvrage. Et si les architectes persans du grand siècle, alliant ingéniosité et art, créèrent ces ponts-barrages, les temps modernes nécessitent des réalisations beaucoup plus efficaces. Un second barrage en cours de construction par les Français permettra l'irrigation des terres et produira l'électricité dont le pays commence à faire une grande consommation. Au chantier de Latian, la dynamite est au service du progrès pacifique. Les
plus modernes sont employés pour électrifier le pays dans un temps record. Les tours de métal s'intègrent maintenant au paysage de la campagne iranienne. Et le contraste n'est qu'apparent entre ces pylônes sous la pluie et les traditionnels cadeaux de mariage sous le soleil, ce même mariage du passé et de l'avenir d'un pays auquel la France manifeste son amitié sous forme de coopération technique, économique et culturelle.